c'est des dialogues autour d'enseigner la mer. Pourquoi enseigner la mer, c'est important? Alors, comme vous savez, pour la plupart, je suis journaliste et pour préparer le sommet des océans, on a interrogé l'amiral Bernard Rogel qui nous expliquait que les mers, les océans, au même titre que le cyberespace, c'était des artères vitales de la société mondialisée. Donc, en ça, évidemment, c'est important. Toute la journée, les d'éminents experts réunis par Georges Prévelakis vont en parler. Et donc, temps d'introduire ces dialogues, j'ai à côté de moi Christophe Prasuc, directeur de l'Institut des océans de la Sorbonne Université, l'ambassadeur de Grèce en France, Andonios Alexandridis, et puis Katerina Xila et Panaïs Kalantzis, qui sont les chevilles ouvrières de ce colloque, vont pouvoir nous parler. Mais tout de suite, je laisse d'abord la parole à Béatrice Pérez, qui est la doyenne de la faculté des lettres de l'Alliance Sorbonne Université. Madame la doyenne, c'est à vous. Merci infiniment. Monsieur l'ambassadeur, votre Excellence, Mesdames et Messieurs, les autorités aujourd'hui présentes parmi nous, ambassadeurs, ex-ambassadeurs, journalistes, professeurs, mes chers collègues, chacun en vos grades et fonctions, chers invités, en ma qualité de doyenne de la faculté des lettres de Sorbonne Université, alors pas encore de l'Alliance Sorbonne Université, c'est avec une très grande joie et non moins grande fierté que je vous souhaite ici la bienvenue à la Sorbonne, dans cette très belle salle des actes, qui est notre salle du Conseil de faculté et des soutenances, pour cette 4e rencontre Enseigner la mer. Nous sommes en Sorbonne extrêmement honorés d'accueillir des intervenants prestigieux, venus d'horizons très divers, tous rassemblés par une même inquiétude, dans le sens premier du terme grec, inquiet, en mouvement, penser la mer dans sa complexité, à l'heure des bouleversements géopolitiques et des refondations, hélas, sans cesse recommencer de notre système éducatif. La mer, celle sur laquelle chacun d'entre vous a une part d'âme et de supplément de rêve, c'est d'abord pour moi, et évidemment je vais vous parler de ma mère à moi, une éternité. Alors vous connaissez tous le vers de Rimbaud, l'éternité c'est la mer aller avec le soleil, ou celui de Valérie, la mer toujours recommencer. C'est une éternité qui dit le temps long, la continuité, et à la fois un éternel mouvement, un trouble, source de fascination qu'exerce la mer. Elle est depuis toujours un berceau de civilisations diverses, empreinte de poésie, d'espaces d'échange et d'incertitude, de conflits et de rencontres. Évidemment, cette mer que vous allez chanter aujourd'hui est multiple. Foyer de civilisation et de pensée, espace de découverte et d'amitié entre les peuples, nécessité pédagogique interdisciplinaire, conscience d'un bien précieux qu'il nous faut préserver, enjeu de conflit, de richesse, de convoitise, quand elle détient le commerce du monde. Mais j'ai presque envie de vous dire qu'à chacun sa mer, et pour moi, comme chercheuse et civilisationniste, pardonnez ce mot barbare, mais c'est ainsi que l'on se nomme, de l'Espagne de la première modernité, la mer, c'est l'horizon, le risque et l'incertitude. Alors, je vais vous citer Jean Favier, qui avait cette phrase admirable selon moi, « Ce qui fait l'homme, c'est l'horizon. Il y a l'horizon que l'on accepte et celui qui recule. L'un est stérile et il existe, l'autre n'est qu'une idée et il est fécond. L'horizon, c'est celui qui brillait dans les yeux des marins rivés vers l'Amérique, et c'est l'horizon de savoir et d'avenir que vous vous êtes engagé à repousser ici par cette rencontre sans limite. Le risque, par le foisonnement maritime marchand, par les cortèges de barques, les naos, caravelas, navillos, balineles, tous ces termes que j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui à traduire, assurent les liaisons de Naples à Gênes, à Barcelone, à Séville, en bravant le mascaré de Sanlúcar, à Cadix, à Lisbonne, à Waterford, que les Espagnols appellent, en traduisant avec ce très beau terme, Agua Fuerte, à Galway, San Juan de Ulúa ou Veracruz. Les petits vapeurs grecs qui voguent aujourd'hui entre les îles de l'Égée racontent d'une certaine façon, en tout cas pour moi, à leur façon, ces temps anciens. L'incertitude et les dangers du voyage, en dépit des routes maritimes tracées. Il n'y a que 3 ports sûrs, disait ce bon vieux Doria dans la première moitié du XVIe siècle, Carthagène, juin et juillet. Et la foi, enfin, celle qui donne le courage d'affronter l'immensité comme un désert, celle des ex-voto de marins sauvés du péril racontant cette peur, celle qui se lie dans les contrats à la grâce de Dieu et dans les assurances naissantes à la grosse aventure, celle de la dévotion mariale, Maris Stella, à qui les marins d'Occident recommandent leur cargaison, et plus encore,
leur corps et leur âme. Il aura fallu toute la richesse et l'ambition des États modernes, et étant hispaniste, je vous dirais toute leur utopie aussi, et toute l'utopie des Habsbourg, pour que l'on prenne conscience de la mer comme espace nourricier infini, comme espace d'échange et de négoce. Et je ne parle même pas des marais salants qui permettent l'une des plus grandes industries du monde moderne, la madrague et la salaison du thon, ni de la pêche du corail sur les littoraux de Sardaigne, ni des perles de Coubarois comme la Pellerina, cette fameuse perle de la cour d'Europe, qui vont s'imposer, toutes ces perles, dans les cours européennes à la Renaissance. Alors, en tant que doyenne d'une faculté dévolue aux lettres, à l'histoire et aux civilisations, aux humanités et aux langues, à la maritimité des géographes, j'ai découvert ce terme fort beau, j'aime ces néologismes. Je ne peux que me réjouir de cette initiative parce qu'en définitive, enseigner la mer, c'est enseigner l'ouverture à l'autre, ce qui nous relie ensemble, religaré, et c'est quand même le sens premier du terme de religion. Je remercie chaleureusement les professeurs Michel Fouché et Georges Prévélakis, initiateurs de cette rencontre, acharnés, entêtés dans le sens noble du terme au service de la connaissance, ainsi que tous les partenaires nombreux et prestigieux, et j'ajouterai généreux, et bien sûr à chacun d'entre vous pour votre présence. Je vous souhaite aujourd'hui une navigation fertile au gré de cette belle journée, des débats fructueux, des échanges sympathiques et engageants. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ici à Paris, dans le quartier latin, pour parler de l'océan? Dans une université fondée en presque 800 ans, en 1257, à l'époque de Saint-Louis, à l'époque où on construisait Notre-Dame déjà. Qu'est-ce qu'on fait ici? On y est, on parle de l'océan à Sorbonne, en Sorbonne, à Sorbonne Université, à la fois pour le futur et pour le passé. Pour le futur, je pense que c'est des choses qui seront développées. Quels sont les enjeux de l'océan dans les décennies qui viennent? Il est central, il est fondamental pour la prospérité de nos sociétés, il est fondamental pour les questions de souveraineté, il est fondamental pour la sécurité alimentaire de nos sociétés, il est fondamental pour la recherche, pour le climat, pour la préservation de la biodiversité. À une bonne dizaine, une bonne vingtaine d'égards, il est un moyeu de notre avenir. Ça, c'est le futur et c'est probablement ce qu'on va aborder dans les différentes tables rondes, notamment de ce matin. Mais la raison pour laquelle on est ici à Paris pour parler de l'océan, c'est parce que Sorbonne Université est une des premières universités dans le monde sur les sciences et les humanités de l'océan. Dans les classements internationaux, certainement la première en Europe et puis dans les 10 premières universités dans le monde. C'est 30 laboratoires différents, c'est de l'archéologie, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de l'anthropologie, c'est de la biologie, c'est de l'écologie, c'est de la physique, c'est de la chimie, etc. Il y a 1000 manières de regarder l'océan. Même en vérité, une trentaine au sein de Sorbonne Université. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une directive récente de la doyenne de la faculté des lettres. Ça fait 150 ans. Ça fait 150 ans que l'océan est devenu un sujet important à Sorbonne Université, à la Sorbonne. Il y a 150 ans, il y a un monsieur avec beaucoup de caractère qui s'appelait Henri de Lacaze-Dutier, qui était un zoologue, qui était un disciple de Pasteur, qui disséquait ici, entre ces murs, il disséquait des poissons sur les tables. Et à un moment, il s'est dit, bon, finalement, j'en ai marre de disséquer des poissons sur les tables à Paris. Je vais créer des stations marines. Je vais aller avec les pêcheurs, je vais aller à la mer, je vais regarder ce qui se passe dans l'eau, à quoi ça ressemble. Et il a fait ça pour ses propres recherches, il a fait ça pour ses étudiants, et il a créé la station marine de Roscoff en Bretagne, la station marine de Bagnoul-sur-Mer en Méditerranée. Et ces stations marines et ces centres de recherche continuent aujourd'hui
à dépendre de la Sorbonne et à alimenter la réflexion continue, les recherches continues sur l'océan, en l'occurrence sur la biologie, sur les algues, sur les microplanctons, sur les stocks de poissons, et puis après évidemment les choses sont diversifiées, sur les études sur le climat, sur la modélisation numérique, etc. Et le moment où Lacaze-Dutier a cette initiative, alors Lacaze-Dutier, il a tellement de caractère. D'abord, il arrive à trouver des sponsors pour monter ces stations marines avec quasiment du financement privé. Et il refuse de prêter serment à Napoléon III au moment de la prise de pouvoir de Napoléon III. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a des opinions politiques et qui les assume. Et qui malgré son opposition, fait une carrière tout à fait remarquable. Cette époque-là, 1872, c'est l'époque où Jules Verne écrit 20 milieux sous les mers. Et en fait, vous avez, comme aujourd'hui, la fascination que nous pouvons avoir pour l'astronomie, sur la planétologie, etc. Cette fascination dans laquelle il y a à la fois des études scientifiques et des romans de science-fiction, eh bien en 1870, c'est la même chose. En 1870, Jules Verne écrit 20 milieux sous les mers et ce sont les premières études scientifiques sur l'océan. D'ailleurs, si vous vous souvenez de 20 milieux sous les mers, à part le capitaine Nemo qui est le héros négatif de 20 milieux sous les mers, le héros positif qui s'appelle le professeur Aronnax. Et le professeur Aronnax, il est professeur de biologie marine au Muséum national d'histoire naturelle, qui continue à être un partenaire de Sorbonne Université pour la connaissance des océans. Voilà. Et donc, c'est à la fois dans cet imaginaire et dans cet effort scientifique que s'inscrit l'histoire des sciences et des humanités de l'océan à Sorbonne Université, en Sorbonne, et donc on en est les continuateurs. Juste une dernière petite incise technique. Pourquoi est-ce qu'en 1870, tout d'un coup, on s'intéresse aux océans? On a eu Cook, on a eu Lapérouse, on a eu Bougainville. Eux, leur mission scientifique, c'était pas de connaître ce qu'il y avait à l'intérieur de l'océan. C'était de connaître les limites de l'océan, la cartographie. Où sont les côtes? Où sont les îles? Comment est-ce que je les repère? Comment est-ce que j'élimine les fausses îles qui sont dues à des mauvais reports, etc. Et donc, avec l'invention de l'horlogerie de précision, on arrive à la fin du XVIIIe siècle à préciser la longitude et à maîtriser la cartographie, le travail des géographes. Mais on ne s'est pas encore intéressé à ce qui se passe au fond de la mer, à l'intérieur de l'océan. Il y a quelques observations des navigateurs. Ce qui change tout, c'est l'invention de la machine à vapeur. La machine à vapeur qui réchauffe notre climat aujourd'hui, c'est elle qui permet aux bateaux d'aller où ils veulent. Et au moment où Jules Verne écrit 20 milieux sous les mers, au moment où Henri de Lacaze-Dutier, à Sorbonne Université, crée les stations marines, au moment où Albert Ier de Monaco fait ses premières expéditions à la mer, les bateaux commencent à avoir des hélices, commencent à avoir des machines à vapeur. Et dans la marine britannique, la Royal Navy prête une de ses frégates, le Challenger, à une équipe de scientifiques qui partent pendant 3 ans faire des mesures scientifiques dans le monde entier. C'est la première grande expédition scientifique au monde, celle du Challenger, et elle est probablement due à l'invention de la machine à vapeur et de l'hélice. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nos scientifiques qui s'intéressent au réchauffement climatique, à l'effet du réchauffement climatique sur les océans, dont on parlera plus tard, eh bien, en fait, ce réchauffement climatique, il prend également la naissance au même moment et il a permis la machine à vapeur, l'ère industrielle, l'exploration de l'océan. Voilà mon introduction un peu longue pour vous expliquer pourquoi vous êtes ici pour entendre parler de l'océan. Merci. Bonjour. Ah, il faut le micro. Ça marche? Parfait. Merci Alexia. Madame la doyenne, tout d'abord, c'est un honneur d'être ici, dans cette institution historique qui n'a pas besoin d'introduction. Mais je suis honoré de faire votre connaissance. Je voudrais remercier Michel Fouché et Georges Prévelakis pour cette initiative qui est plus que pertinente parce que vous savez, dans quelques mois, dans quelques semaines, on aura la conférence sur les océans à Nice, où on sera présent.
J'espère que le monde académique sera présent parce qu'on a besoin de votre point de vue érudit, plus que le stratégique, l'économique, le commercial et le social. Et vous savez, demander à un grec de parler de la mer, c'est plutôt une demande rhétorique, je dirais existentielle, vu le fait qu'on reste toujours une force maritime redoutable. Je fais un peu la pub, si vous permettez. Et demander à ce grec de parler de la mer, c'est encore plus compliqué, c'est plutôt un voyage émotionnel. Vous ne me connaissez pas, mais je suis originaire de 2 ports, le port de Volos et le port d'Alexandrie, où mon père était né. Et je suis originaire de la part de ma grand-mère des îles de Hydra, Skopelos et Corfou. Alors, comme ça, on prend la mer Ionienne et la mer Égée. Et là, chaque fois que je fais mes analyses de sang, comme trace le globule blanche et le globule rouge, je me demande pourquoi on ne trace pas l'eau salée qui coule dans mes veines. Et il n'y a pas de doute que la mer a été la force motrice, je dirais, de notre civilisation moderne. Je crois que le premier ancêtre qui a décidé, qui a osé d'unifier deux planches et de se lancer à la mer, il a fait le premier pas pour la mondialisation. La mer unifie le fond, la surface, tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'histoire moderne au niveau, à l'aspect culturel, sociologique, ethnique, scientifique, tout ce qu'on peut dire. La mer, c'est pas seulement une route de commerce, c'est pas seulement une route de communication, c'est une route de connectivité de civilisation, ce qui a permis le grand mélange de notre histoire. Je voudrais citer un poète, peut-être vous ne le connaissez pas, mais il est quand même lauréat de Nobel. C'est un poète caribéen, il s'appelle Derek Walcott. Il a dit que la mer, c'est pas partie de l'histoire, la mer, c'est l'histoire. The sea is history. Je crois que ça assume un peu tout ce que je voulais dire. Je viens de me rappeler que j'ai appris le français à l'Institut français à Athènes. Et quand j'avais 10 ans, à la fin de l'année, il y avait toujours le sketch qu'on faisait à l'école. Chacun présentait quelque chose. Moi, je me rappelle, on m'a mis un pantalon capri et j'avais choisi, je me le rappelle toujours, une poésie de Jacques Prévert et qui disait, je sortais à la scène seul et je disais, ici, autour de l'île, la mer, que de mer. Et je viens de me rappeler. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. De ces dialogues, Catalina, c'est un petit mot, non? Un petit mot. Allez. Que la mer, c'est aussi des défis. C'est des défis qu'on va parler aujourd'hui. C'est ouvert déjà. Vous m'entendez? Oui. Moi, je voulais vraiment souhaiter une très belle journée d'échange. Nous avons tout de suite voulu nous associer à cette initiative de Michel Fouché et Georges Prévelakis, car je ne vais pas répéter ce que les prédécesseurs ont dit. C'est vrai que la mer, ça fait partie de l'histoire grecque et de l'histoire française aussi, d'une façon très différente d'ailleurs. La France étant un pays beaucoup plus riche, la mer a toujours été une frontière, alors que pour nous, c'était vraiment un lien, c'était une façon de se libérer, c'était une façon d'avancer, de progresser. Mais les deux pays sont entourés de mer. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement de voir comment ce défi commun, géopolitique, scientifique, historique, poétique et esthétique surtout, peut nous mener à des initiatives communes. Donc, c'était une évidence pour nous, pour le Centre culturel hellénique, que nous allons nous associer à cette initiative qui en est d'ailleurs à sa 3e édition aujourd'hui.
Et nous espérons que pour l'année de la mer, la 4e aujourd'hui, nous espérons qu'entre aujourd'hui et 2027, nous aurons l'occasion de recommencer nos échanges. Donc, bonne année de la mer à tous et bonne journée fructueuse de dialogue franco-hellénique. Unfortunately, I have. Okay. Κόμμα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Εκπροσωπώ την Insertion Events που θεωρούμε τιμή μας να συνεργαζόμαστε για δεύτερη φορά με τον κύριο Περουλάκη και τον κύριο Φουσέ στα πλαίσια των λογαλικών διαλόγων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό φόρουμ που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταλλαγή απόψεων, στην συλλογή προτάσεων και στον εντοπισμό ενδεχόμενων λύσεων στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, συμβάλλοντας έτσι όμως και στην συνάφεια και στην προσέγγιση των δύο χωρών της Ελλάδας και της Γαλλίας. Είναι ιδιαίτερη τιμή επίσης να βρίσκομαι εδώ στο Ναό της Γνώσης του Πανεπιστήμιου της Σορβόνης. Σας ευχαριστώ όλους πολύ και καλή μέρα.